Nous sommes en 2021, le premier centenaire de la mort de Don Paulo Albera, le deuxième successeur de Don Bosco. Nous sommes ici avec Paolo Vaschetto, un salésien laïque qui nous aidera à nous rapprocher de sa vie et de son œuvre. Nous savons que le père Paulo Albera était l'un des jeunes hommes de Don Bosco et un ami de Michel Magone. Quels sont les points les plus importants de sa vie? Alors qu'il n'avait que 18 ans, le père Paulo Albera faisait partie du premier groupe de Salésiens qui, avec le père Rua, se rendait à Mirabello pour apporter l'esprit de Valdocco et de Don Bosco dans cette ville. Puis, en 1868, il était diacre lorsque la basilique de Marie Auxiliatrice de Turin fut consacrée. Quelques mois plus tard, il fut ordonné prêtre à Casale. Et là, Don Bosco lui fit des vœux très particuliers. Père Paulo Albera, un jeune prêtre, avait maintenant le monde entier devant lui et aurait été prêt à aller n'importe où au nom de Don Bosco. Il fut donc envoyé pour les premières années comme directeur à Gênes. Et puis il fut envoyé comme provincial en France. La France, à cette époque, était une nation plutôt hostile envers les religieux, mais s'est transformée en terre promise lorsque Don Bosco s'est lancé dans des voyages triomphaux annuels dans le but de collecter des œuvres de charité. Don Albera était toujours proche de lui, et puis lorsque Don Bosco ne pouvait plus visiter la France, il retournait lui-même à Valdocco pour le voir et être avec lui pendant sa dernière maladie. Il aurait également aimé être là pour l'assister dans les derniers moments de sa vie. Mais en raison des divers rêves, le 31 janvier 1888, la nouvelle de la mort de Don Bosco lui parvint à Marseille. Ce fut un coup dur pour lui, mais il ne se découragea pas, cherchant à préserver la mémoire de Don Bosco dans l'imitation la plus fidèle, bien incarner l'esprit et l'âme de son père spirituel Don Bosco, qui en France, on l'appelait le petit Don Bosco, une miniature en tout semblable à l'original. J'imagine que cela n'aurait pas été facile sans Don Bosco. C'est vrai, mais Don Albera avec Don Rua et tous les autres Salésiens ont essayé de continuer l'œuvre de Don Bosco dans son propre esprit. À partir de 1892, après son service en France, il fut appelé à Valdocco pour devenir directeur spirituel de la congrégation, ce que nous appellerions aujourd'hui le conseiller pour la formation. Il a voyagé un peu partout pour visiter les maisons de formation. Il s'est perfectionné dans l'usage des langues étrangères. Il a toujours appelé à une forte spiritualité, une vie de prière intense et de sacrifice pour le bien de l'âme des jeunes. Un événement que nous pouvons appeler épique et qui l'a impliqué a été la visite de toutes les maisons en Amérique. Un voyage qui a duré 3 ans, qui a commencé à partir de la Terre des Feux en Argentine et s'est terminé à New York. Il a pu se rendre compte personnellement de la grande œuvre des Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice sur ce continent et a encouragé les missionnaires qui ont travaillé dans des conditions vraiment difficiles. Finalement, il est devenu recteur majeur. Peut-on dire qu'il a été le successeur le plus naturel du père Rua? Il avait certainement la personnalité et l'expérience nécessaires. Et il avait aussi l'estime et l'appréciation de l'Église et des autorités civiles pour une œuvre qui était en grande expansion sur la vague d'enthousiasme par le fait que Don Bosco avait récemment été déclaré vénérable et était très populaire parmi le peuple. Les œuvres typiquement salésiennes, comme l'oratoire et la catéchèse, étaient célébrées et approfondies dans plusieurs congrès et associations de la famille salésienne, comme anciennes. Ils avaient aussi leur congrès qui savait ranimer l'unité
et a exprimé le succès éducatif et de l'œuvre et de la méthode salésienne. Nous sommes dans les années de la Première Guerre mondiale. Comment la guerre a-t-elle affecté les Salésiens? Les Salésiens jeunes occupaient divers postes dans l'armée. Certains étaient des aumôniers militaires, d'autres étaient des brancardiers, tandis que d'autres portaient des fusils. Ils étaient vraiment dans une situation très difficile et ont écrit de nombreuses lettres à Don Albera pour lui demander sa proximité et ses prières. Il essaya de s'intéresser à tout le monde et entre-temps, il encouragea les confrères restants à combler les lacunes et à ne pas fermer leurs maisons et leurs écoles. Et pourquoi? Parce qu'il avait les jeunes dans son cœur et ne pouvait pas les abandonner, de sorte que même en pleine guerre, il ouvrait des orphelinats et immédiatement après, des oratoires florissants. Les orphelinats couvraient une urgence créée pour les nombreuses victimes du conflit armé, entre autres. Il faut noter que les Salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice ont ouvert des orphelinats non seulement en Italie, mais aussi dans de nombreux pays. L'oratoire, en revanche, a donné aux jeunes la possibilité de recevoir une éducation de qualité dans des milieux populaires, souvent à la merci des personnes, avec très peu de scrupules. Les œuvres typiquement salésiennes de l'oratoire, du collège, de l'école professionnelle étaient appréciées et connues partout, à tel point que les demandes d'ouverture de maisons venaient du monde entier. En même temps, les vocations se multipliaient et on a donc cherché de nouveaux domaines où le monde salésien pourrait s'étendre. Comment était le jeune entre la fin du 19e et le début du 20e siècle? En ce qui concerne la situation des jeunes, nombreux sont ceux qui craignaient que la révolution industrielle qui a apporté certains progrès n'ait contribué à éloigner les jeunes de l'Église. Le phénomène de l'immigration vers d'autres pays remonte également à ces années-là. Et heureusement, les Salésiens étaient déjà présents dans les terres de mission pour aider ces immigrants. Mais en Europe, le conflit se situait au niveau des idées, avec des groupes d'inspiration anticléricale qui surgissaient presque partout. Comme il arrive souvent, nombreux étaient ceux qui rivalisaient pour attirer les jeunes, en essayant de les attirer par tous les moyens possibles. Cette sage proposition de temps libre, incluant le sport, le théâtre, la musique et même le cinéma, qui était l'oratoire au début des années 1900, est une classification professionnelle pouvant être acquise dans les écoles dites l'art et d'artisanat. C'est donc avéré gagnante et de nombreux jeunes ont trouvé au sein des œuvres salésiennes les lignes directrices sur lesquelles fonder leur avenir. Revenons à Don Albera. Quelles sont ces caractéristiques qui nous font comprendre comment il était en harmonie avec le monde et en phase avec son temps? Le père Albera a vu le monde en voyageant par bateau, à cheval, en calèche, en train et même en voiture. Il préparait ses visites en lisant beaucoup et en maîtrisant également les langues étrangères. Son français était très bon et son journal spirituel, même après son séjour en France, était en français. Puis il a réalisé l'importance de la langue anglaise et a commencé à l'étudier. Il avait presque 60 ans. Les journaux spirituels de 1902 et 1910 sont en anglais, ce qui n'est pas parfait, mais certainement appréciable. Pour ce qui est du reste dans son époque, je pense que le père Albera a essayé de donner à l'oratoire une dimension très moderne. En effet, en plus des offres religieuses et récréatives, il y avait des cours adaptés aux jeunes travailleurs, tels que des cycles de formation sociale, avec l'ouverture conséquente de l'oratoire, même les jours de semaine. Puis il y avait des bureaux de recrutement ou de placement et aussi une sensibilisation aux pensions et à l'épargne. Cette nouvelle façon d'alterner les activités formatives et récréatives a fait de l'oratoire un lieu privilégié de l'éducation intégrale. Le message de Don Albera est-il toujours d'actualité? Le père Albera
était déchiré, un peu comme nous tous, entre le désir de faire plus et mieux et les difficultés de communication et de relation avec les autres. Nous lisons ses douleurs dans son journal intime, et plus encore dans les lettres qu'il a écrites, par exemple, lors de son voyage en Amérique. Dans certaines nations, il a trouvé des situations très difficiles, mais malgré tout, il a apprécié le travail des confrères qui étaient peut-être un peu imprudents, mais qui avaient un grand cœur apostolique. Plus que des reproches, il aimait encourager, et plus que la théorie, il aimait donner un exemple concret. Merci Paul pour le voyage fait avec Don Albera. À ce stade, nous aimerions inviter tout le monde à Valdocco pour visiter une exposition sur Don Albera intitulée Don Albera, le monde dans les yeux, qui ouvrira en présence le 15 janvier et après quelques semaines, elle sera disponible en ligne. Des splendides photos des voyages de Don Albera seront exposées, ainsi que 2 documents personnels qui nous aideront à mieux comprendre sa personne et sa grande sensibilité. À ne pas manquer.